C'est stressant. Bonjour Bonjour, à tous et à c'est tous. Bienvenue bien. sur ce webinaire consacré à la migration CRM. On va juste attendre une petite minute pour être sûr que tout le monde ait le temps de se connecter et ensuite on pourra démarrer. Alors, je vois que des personnes se sont connectées. Je pense qu'on va être bon et qu'on va pouvoir démarrer. Donc, pour me présenter rapidement, je suis Anaïs, donc consultante RevOps chez Markentive. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Christelle. Je te laisse te présenter. Effectivement, merci Anaïs. Donc Christelle, je suis effectivement consultante chez Markentive comme Anaïs. Et donc nous, au quotidien, on accompagne nos clients sur tout ce qui est problématique marketing, sales et services sur HubSpot, mais aussi sur d'autres outils. Et pour compléter donc ce qu'a dit Christelle, on peut voir au quotidien des sujets assez divers. On va travailler à la fois sur des projets de déploiement, donc pour des entreprises qui ne sont pas équipées de CRM et qui vont se mettre en place un CRM, mais également des projets de connexion API ou native entre HubSpot et des outils tiers. Ça peut être des outils de téléphonie, des outils de gestion de devis, de la facturation, ça va dépendre des besoins. Et également des projets de migration d'outils. Donc, ça peut être des projets de migration, pour en citer quelques-uns, par exemple Salesforce, Pipedrive vers HubSpot. Et c'est notamment le sujet du jour. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Markentive, ça fait donc 10 ans qu'on existe. On a déjà accompagné un peu plus de 500 clients dans différents secteurs d'activité. Et on a une équipe composée de 40 consultants experts, donc qui sont là pour vous accompagner dans vos projets de transformation digitale. On travaille avec différentes solutions. On peut être amené à travailler avec, par exemple, du Salesforce, du Celsi, mais on va quand même principalement travailler avec HubSpot, dont on est partenaire élite depuis 2013. On a donc démontré au fil des années notre expertise sur l'ensemble des plateformes, des hubs d'HubSpot. HubSpot a mis en place notamment un programme d'accréditation qui en fait permet d'attester de l'expérience stratégique requise pour implémenter HubSpot. Donc ça ne démontre pas seulement la capacité des partenaires à connaître l'outil, mais également la capacité à implémenter et à faire du cadrage stratégique pour mettre en place HubSpot. Et on a eu au total 6 accréditations, dont celle sur la data migration, ce qui témoigne de notre expertise sur le sujet. On a chez Markentive mis en place notre propre méthodologie, qui est la méthodologie Rebelle. Donc, c'est une approche complète et structurée pour répondre à vos besoins de transformation digitale. Donc, on a la partie Resolve qui va vous aider à identifier vos problématiques et on va vous proposer des solutions. C'est la partie vraiment conseil sans implémentation. Ensuite, on a la partie Build, donc, qui est plus la partie implémentation, où on va vous aider à déployer une tool stack qui soit robuste, adaptée aux besoins de vos équipes, facile à prendre en main, et également vous permettre d'avoir les bonnes données à la bonne place. On a également la partie Execute. Donc là, on va vous accompagner pour sécuriser l'adoption et développer de nouveaux use cases, rapport assets. Donc ça, c'est plus notre offre accompagnement, où on va vraiment travailler sur l'optimisation de vos process, l'optimisation de votre instance. Et pour finir, la partie Learn, donc c'est notre offre de formation. On va former vos utilisateurs directement dans votre instance afin de s'assurer qu'ils puissent être autonomes dans l'utilisation de la solution. Et on va pouvoir passer au sujet du jour, donc, qui est la migration de son CRM vers HubSpot. Donc, au programme, on va démarrer par un petit point sur pourquoi migrer vers HubSpot. Donc, on va voir les raisons qui peuvent pousser à une migration et pourquoi choisir HubSpot comme solution. Ensuite, on verra un peu plus en détail les étapes. La question qui se pose quand on décide de faire un projet de migration, c'est souvent comment faire, par où commencer, quelles étapes suivre. Donc ça, on verra en détail les étapes et les bonnes pratiques à appliquer pour assurer un résultat optimal. Ensuite, on verra le suivi post-migration. La migration ne s'arrête pas à juste migrer ses données. Derrière, il va falloir effectuer un suivi. Donc, on verra un petit peu plus en détail cette partie-là. Et pour finir, on vous fera un récapitulatif des bonnes pratiques de tout ce qu'on aura vu tout au long du webinaire pour s'assurer que votre migration soit réussie.
Effectivement, avant de parler de migration, la question à se poser, c'est peut-être pourquoi migrer vers HubSpot? Pourquoi faire le choix de cet outil-là plutôt qu'un autre outil? Et quelles sont, nous, les raisons qu'on rencontre le plus souvent chez nos clients qui nous disent: «J'ai un CRM, X et je veux basculer sur HubSpot». Hem, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, souvent, c'est que les besoins métiers ont évolué. Dans une entreprise, quand on commence, à structurer ses équipes et ses activités, on va investir dans un CRM, on l'implante, on le met en place, on se met à l'aise avec l'usage d'un CRM au quotidien. Mais parfois, les besoins évoluent, on a besoin de nouvelles fonctionnalités. L'outil qu'on a choisi, qu'on avait sélectionné initialement ne répond plus à ce cahier des charges, ne coche plus toutes les cases dont on a besoin. Et c'est là où on envisage, de passer sur un nouvel outil et où HubSpot, en tant qu'outil très complet, peut répondre, à ce nouveau besoin. Le deuxième besoin qu'on rencontre, c'est le fait de centraliser les données clients au sein d'une même plateforme. Ce qu'il faut savoir, c'est que HubSpot a la particularité de proposer différents hubs. On appelle ça des hubs chez HubSpot, c'est des briques, de fonctionnalités. Hem et souvent, il y a des CRM qui ne proposent que la brique CRM pure, donc la partie, plutôt commerciale, mais qui vont pas vous donner la possibilité d'avoir les autres, types de fonctionnalités comme, tout ce qui est marketing automation ou service, par exemple. Et on a des clients qui se rendent compte que, passer d'un outil à l'autre, de mailler des outils entre eux, au bout d'un moment, ça devient compliqué à maintenir. Il y a des coûts et cetera et tout centraliser dans un même outil, devient un peu plus facile et du coup, ils se tournent vers HubSpot. Le troisième problème qu'on rencontre, bien plus fréquemment qu'on ne le pense, c'est le manque d'alignement entre les équipes marketing et les équipes sales. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de la logique d'HubSpot, qui est de se dire: «On va avoir un outil qui va nous permettre d'aligner nos équipes entre elles, de les faire vraiment travailler main dans la main, pour que ça fasse un cercle vertueux et pas juste le marketing passe la balle aux sales et puis terminé, il y a pas de retour, dans l'autre sens». Ça, c'est un gros atout d'HubSpot, c'est que comme tout est dans le même outil, on peut, aligner plus facilement les équipes, mettre en place des process communs, travailler sur les mêmes bases, avec des assets, qui sont réfléchis entre les 2 équipes et cetera. Il y a la question aussi des coûts de maintenance, parce que, on a des clients qui travaillent, sur des outils qui permettent de faire beaucoup de choses, notamment avec des développements custom. La seule chose, c'est qu'un développement custom, après, ça doit se maintenir, ça doit évoluer et tout ça, ça suppose des coûts à chaque fois. Et parfois, on a des équipes qui nous disent, «Bah, nous, on avait choisi tel outil parce qu'on pouvait aller assez loin dans les fonctionnalités en faisant du dev custom, mais par contre, on n'arrive plus à le maintenir, c'est devenu une usine à gaz, et on s'en sort plus». Et là, on va passer sur HubSpot pour avoir un outil suffisamment puissant, avec un bon potentiel d'évolution, mais où on n'aura pas besoin de faire des développements custom parce que HubSpot permet de faire beaucoup de choses en natif. Et enfin, le dernier cas qui regroupe pas mal de situations, c'est, solutions surdimensionnées ou sous-dimensionnées par rapport aux besoins. Ça rejoint un peu, le premier point des besoins métiers qui vont évoluer, mais c'est, un outil qui est plus adapté, soit à un volume de base à gérer, soit à un nombre d'actions à réaliser ou un nombre d'utilisateurs. Ça devient vraiment, on est trop à l'étroit ou au contraire, l'outil qu'on avait choisi, on n'en utilise que 10, donc c'est un peu dommage. Hem et en transverse de tout ça, il y a quand même toujours cette histoire de la data, qui soit n'est pas bien complétée, soit qui est mal exploitée. Donc ça, c'est des problèmes qu'on va retrouver dans tout ce qu'on vient d'évoquer, et ça se traduit souvent par le reporting aussi et donc tout ça fait qu'on a des clients qui viennent vers nous en nous disant: «On n'a plus le bon CRM, on le sait, on voudrait basculer sur HubSpot parce qu'on a identifié que c'était pertinent, mais par contre, on ne sait pas du tout, par quel bout prendre et comment, opérer cette migration et passer sur un outil plus adapté. Pourquoi migrer vers HubSpot? Il y a quelques gros atouts qu'on a déjà, un peu évoqués, mais, il y a le côté plateforme tout en un sans coût de maintenance, puisqu'aujourd'hui, donc dans HubSpot, vous pouvez gérer le marketing, les sales, le service et vraiment avoir tout votre parcours client sur le même outil. Le gros avantage aussi, c'est l'absence de coûts de maintenance puisque sur HubSpot, vous pouvez faire quand même beaucoup de choses vous-même. Vous avez les développements custom, c'est vraiment à la marge sur HubSpot. On a la possibilité de faire beaucoup de choses sans toucher à du code. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont natives, et qui sont, assez facilement. Ce qui rejoint le deuxième point avec la facilité de paramétrage, l'interface est très intuitive. C'est souvent un retour qu'on a et qui est très positif de la part des utilisateurs, c'est qu'ils nous disent: «Waouh, l'interface en fait, je m'y retrouve hyper facilement même si je connaissais pas HubSpot». Les gens retrouvent un peu leurs petits, les boutons sont bien placés, les fonctionnalités sont assez bien, traduites par HubSpot et assez bien vulgarisées.
Il y a beaucoup de documentation, donc en fait, les utilisateurs, le prennent en main assez facilement. Un des très, très gros avantages, c'est une évolution très régulière du produit. Même nous, d'une semaine sur l'autre, parfois, on constate des changements, on voit des nouvelles fonctionnalités. C'est des choses sur lesquelles on se tient très au courant et qu'on essaye d'exploiter, le plus possible. Mais il y a sans arrêt des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités ou des optimisations de fonctionnalités existantes. Les outils d'automation et de marketing qui vont être inclus, comme on le disait, ça permet d'avoir vraiment un hub, 360 et d'avoir toutes nos fonctions dans le même outil, d'aligner les équipes, de faire des process communs, et donc de travailler beaucoup plus facilement ensemble. Et last but not least, la marketplace d'intégration qui permet en fait de venir, soit intégrer des outils que vous utilisez déjà par ailleurs, des outils de signature électronique, des outils de scrapping ou des choses comme ça, que vous allez pouvoir venir connecter, nativement, donc très, très simplement avec HubSpot. Ou alors pour venir, compenser certaines fonctionnalités qui n'existent pas encore, que vous pourrez, débloquer par le biais d'intégration native. Et là, il y a une marketplace, de je sais même plus combien il y en a, 1 500, quelque chose comme ça, Naïs, je crois. Mmh, ouais, c'est ça. Et en quelques clics, en fait, vous allez brancher votre intégration, la plupart sont gratuites d'ailleurs et ça vous débloque des fonctionnalités supplémentaires. Donc tout ça, c'est autant de bonnes raisons de basculer sur HubSpot et qui sont en fait, celles qu'on rencontre les plus régulièrement chez nos clients et ce qu'ils nous mettent en avant comme étant des critères qui les ont guidés dans leur choix vers cet outil-là. Donc, une fois que vous avez identifié que vous avez besoin de changer de CRM et que vous décidez de migrer, vers HubSpot, la question qui va se poser, ça va être, comment faire? Par où commencer? Quelles étapes on va suivre? Donc là, on va voir dans cette partie un petit peu plus en détail les étapes. Donc la première étape qui va être une étape, très importante, ça va être de cadrer les besoins de vos équipes. Donc ici, vraiment identifier, les cas d'usage qui, seront, couverts, enfin qui auront besoin d'être couverts avec votre nouveau CRM. Donc concrètement, qu'est-ce que vous allez, faire dans l'outil? Est-ce que vous avez géré des leads entrants? Est-ce que vous allez, devoir faire un suivi des transactions? Est-ce qu'il y aura également une partie marketing avec, de la mise en place de campagnes emailing, de nurturing? Vraiment identifier tout ce dont vous avez besoin parce que ça va conditionner en fait la manière dont on va, paramétrer l'outil. Le deuxième point, ça va être, identifier les utilisateurs, la gouvernance. Donc là, typiquement, ça va être qui va avoir besoin d'accès au CRM et de quel type de droit il aura besoin. Quelqu'un qui fait partie d'une équipe marketing et d'une équipe sales n'aura pas forcément besoin d'avoir accès aux mêmes fonctionnalités, aux mêmes data. Pareil, au niveau de la sécurité, on va, par exemple, pas ouvrir, des droits en export à tous nos utilisateurs. On va avoir des utilisateurs clés qui auront, le droit en export sur la data, mais pas, tous les utilisateurs du CRM. Donc ça va être vraiment important d'identifier ça. Également les données à migrer. Alors, quel type d'objet on va devoir migrer? Est-ce qu'actuellement, vous avez, des contacts, des entreprises à migrer? Est-ce qu'il y a également des transactions? Un historique d'activités à reprendre, par exemple, des appels, des notes, des tâches qui auraient été consignées dans votre précédent CRM ou que vous avez besoin de retrouver dans le nouveau CRM. Ça va être important aussi parce que ça va, pouvoir avoir un impact sur la manière, enfin la méthode qu'on va choisir en fait pour, importer la donnée pour migrer. Également la quantité et la qualité de données. Quelle est la volumétrie? Est-ce que vous avez une forte volumétrie, une faible volumétrie? Est-ce que la data, elle est de qualité? Ou est-ce que derrière, il va y avoir besoin de faire un cleaning avant de migrer, la data? Également les assets à créer, donc ça, c'est notamment si vous, utilisez la partie, marketing, il y a certainement des choses comme des formulaires, des landing page qu'il va falloir recréer dans HubSpot. Donc identifier tous ces assets dont vous avez besoin, faire un listing pour pouvoir prévoir dans votre plan de déploiement, de migration, de les recréer dans HubSpot. On va également avoir la partie, automatisation. Donc ici, identifier, quels sont les process que vous avez, besoin, d'automatiser. Donc ça, c'est en lien aussi avec les cas d'usage. En identifiant les cas d'usage, on va pouvoir aussi identifier, les automatisations qu'on va avoir besoin de mettre en place. Mais typiquement, est-ce que ça va être des automatisations, pour mettre en place des notifications, des tâches en automatique pour, suivre par exemple les leads ou les opportunités? Ça peut être aussi des automatisations pour, le traitement de la donnée, pour aller, compléter certains champs, en automatique, dans HubSpot. Et le dernier point également, ça va être identifier, vos besoins en termes de synchronisation ou d'intégration avec autres outils. Est-ce que vous faites de la prospection et que vous avez besoin d'avoir un outil de téléphonie? Est-ce que vous allez avoir besoin de gérer des devis, de la facturation?
vraiment identifier tout l'atout stack dont vous avez besoin et voir si ça peut se connecter avec HubSpot pour optimiser en fait la transmission de data entre les différents outils. Donc, une fois qu'on a cadré les besoins de vos équipes, on va également faire un travail sur l'audit et le cleaning des données existantes. Donc, il faut savoir que changer de CRM, ça ne veut pas dire tout répliquer en fait sur une autre plateforme. Ça n'aurait pas de sens. De un, la solution n'est pas la même. Donc, il y a peut-être des choses que vous gérez d'une certaine manière actuellement et dont il va falloir changer le fonctionnement parce que la plateforme n'est plus la même. Et également, on en profite pour optimiser. Notamment en termes de data, ça voudra dire ne pas tout migrer, mais migrer uniquement ce dont on a besoin. Typiquement, si vous avez par exemple des contacts dans votre base actuellement qui sont non exploitables, vous n'avez pas de numéro de téléphone, pas d'email, aucun moyen de contact, il va falloir se poser la question, est-ce que c'est vraiment pertinent de migrer cette data dans HubSpot? Également, identifier les données à garder et supprimer, donc typiquement l'exemple des contacts. Mais ça peut être aussi au niveau du data model, au niveau des propriétés. Si vous avez par exemple des propriétés en doublon, faire un cleaning, identifier pour tout réunir en fait en une seule propriété pour que la donnée soit bien qualifiée et que derrière vous ayez la donnée qui remonte bien dans vos reportings. Donc on va en profiter pour qualifier la donnée en fonction de nos nouveaux besoins, que ce soit en termes de reporting ou d'équipe aussi, s'il y a eu des évolutions au niveau des process métiers, de nouvelles données à récolter, on va adapter tout ça. Une fois qu'on a fait ce cadrage et on passe à ce qu'on appelle l'implémentation, c'est une phase qu'on peut faire en parallèle de l'audit et du cleaning de la donnée, puisque c'est des choses qui prennent un peu de temps. On s'attaque donc à l'implémentation, c'est-à-dire qu'on va très concrètement mettre en œuvre tout ce qu'on a défini au sein du cadrage. On va le traduire techniquement dans HubSpot. On va paramétrer chacune des fonctionnalités. Donc comme on l'a dit, ça passe par pas mal d'éléments qui sont en fait le miroir de ce qu'on aura vu en cadrage. Première chose, c'est tout ce qui est paramétrage du compte, donc les noms de domaine, les options de sécurité, tous les paramètres qui vont avoir un impact sur le fonctionnement général de l'instance. Ensuite, on ira créer les utilisateurs. Donc, comme Anaïs l'a dit, nous, on appelle ça la gouvernance, c'est-à-dire qu'on va attribuer chaque utilisateur à une équipe et à un rôle, c'est-à-dire un ensemble de fonctionnalités pour à la fois sécuriser l'instance, pour que tout le monde ne puisse pas tout faire dans l'instance, et aussi pour alléger un peu ce que chacun a à disposition, parce que voilà, on a des clients, ils vont avoir plusieurs centaines de milliers de contacts. Tout le monde n'a pas besoin de tout voir et ça peut être très lourd à gérer au quotidien quand on voit des centaines de milliers de contacts dont on n'aura de toute façon pas besoin. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on fait. Ensuite, on s'attaque au data model. Ça, comme on l'a dit, c'est un peu une brique phare. C'est ce sur quoi on va passer une bonne partie du temps, que ce soit en cadrage, mais aussi en implémentation, puisqu'on va reprendre chaque propriété, déterminer quel type de propriété ça doit être. Est-ce qu'il y a des limites particulières à lui appliquer? Est-ce qu'il y a de l'affichage conditionnel, des choses comme ça? On va définir des valeurs de menu déroulant, tout ça, pour que chaque propriété et chaque information puisse être stockée de la bonne manière pour être exploitée derrière pour toutes les actions où ce sera nécessaire. Comme on l'a dit, c'est aussi un moment où on va redéfinir, on va compléter ou conserver ce qui était déjà existant. Mais c'est peut-être l'étape sur laquelle il faut passer le plus de temps, je dirais. Ensuite, on repasse sur les automatisations. Comme on l'a dit, il y a pas mal de choses qui peuvent être automatisées dans HubSpot, que ce soit des envois de messages ou de notifications dans l'outil, automatiser de la gestion de process, donc des passages de phase de pipeline, par exemple, ou des choses comme ça. Et on peut aussi automatiser de la mise à jour de données en fonction de certaines actions ou certains événements. Donc ça, c'est des choses qu'on crée en amont. Il y a au moins une première brique, un premier niveau qui est disponible, qui peut être enrichi par la suite, mais qui permet, quand on arrive dans l'instance, de soit retrouver ses marques ou de déjà gagner un peu en efficacité par rapport à des choses qu'on faisait avant. Il y a des outils, nos clients vont migrer de certains outils où il n'y avait pas du tout d'automatisation possible. Souvent, là, il y a un truc qui est un peu game changer et qui leur facilite pas mal la vie au début. Ensuite, on passe aussi pas mal de temps sur tout ce qui est dashboard et reporting, parce que ça, c'est très important. On a des clients récemment qui nous ont contactés pour faire même quasiment exclusivement du reporting dans HubSpot. Donc là, pareil, au moment du cadrage, on va définir quels sont les KPIs que vous voulez suivre, quelles sont les données que vous pouvez
extraire de votre donnée, justement, comment la faire parler, comment l'interpréter pour prendre des décisions stratégiques et commerciales derrière. Donc ça, voilà, on passe du temps à réfléchir comment concevoir les bons rapports, comment vous les disposer dans les bons tableaux de bord, pour que chaque équipe puisse analyser son travail et voir un peu le résultat de ses actions. Et sur les 2 dernières étapes, c'est effectuer des tests d'import. Donc là, on va prendre un échantillon de votre donnée, on va la mettre dans HubSpot et on va vérifier que tout se met bien au bon endroit, que les transactions se relient bien aux contacts et aux entreprises, que les données se sont mises dans les bonnes propriétés, au bon format, qu'il n'y a pas d'erreur d'import ou de maillage. Et ensuite, on importe toute la donnée que vous vouliez importer et que vous avez définie comme nécessaire à la phase précédente dont parlait Anaïs. L'idée, c'est de ne pas y aller d'un coup et de ne pas tout pousser parce que, voilà, après, quand il faut tout nettoyer parce qu'il y a eu une erreur, ça prend du temps. Donc tant qu'à faire, on s'assure que tout soit bon avant de pousser toute la donnée dans l'outil, et d'avoir un CRM qui soit prêt à exploiter. Et sur la dernière de ces 4 étapes, qui n'est pas à négliger et qui parfois fait un peu défaut sur certains projets, c'est toute la phase de recette et de ce qu'on appelle la conduite du changement chez nous. La recette, c'est tout simplement la phase de test, où on va, il y a 2 objectifs. C'est déjà vérifier que tout ce qui avait été évoqué en cadrage a bien été mis en place dans l'instance. C'est aussi vérifier qu'il n'y a pas d'écart entre la théorie et la réalité, parce que parfois en cadrage, on imagine des choses et puis en fait, après, quand on repasse dessus, on se dit: «Ah mais non, mais ça va pas marcher». Donc là, déjà, on fait des petits ajustements. Et le deuxième gros objectif de la recette, c'est tout simplement de tester l'outil au point de le casser s'il doit casser, pour que ça n'arrive pas après, une fois qu'il sera en activité, et qu'il n'y ait pas de problème à gérer une fois que tout le monde sera dessus. Donc là, on va essayer de le tordre un peu dans tous les sens, pour voir est-ce que si je fais telle action, ça entraîne des erreurs ou pas, et de pouvoir corriger en amont avant qu'on ait 200-300 utilisateurs sur le CRM, ou 200 000 contacts importés avec des emails qui partent en automatique. Donc ça, c'est la phase de recette. Voilà, nous, on fait une checklist de tout ce qu'il faut tester, de qui doit tester quoi, en fonction de ses droits, en fonction de ce qu'il va faire au quotidien, et on forme un petit peu les utilisateurs en amont pour qu'ils soient suffisamment à l'aise dans l'outil pour faire tout ça. Et la dernière phase, donc vraiment la toute dernière brique, c'est la formation des utilisateurs et la conduite du changement. Donc comment on fait pour que le jour où on appuie sur le bouton et où on lance ce nouvel outil, tout se passe bien et que chacun soit confortable et que chacun s'y retrouve et sache ce qu'il a à faire. Il y a toujours ce moment où, tout est théorique, ça a l'air de super bien se passer, et il y a ce moment où on se dit: «OK, on bascule, on éteint l'autre outil et demain matin, tout le monde se connecte sur HubSpot et on passe sur le nouvel outil». Ça, c'est un moment vraiment charnière dans le projet, qui est en fait la concrétisation de tout ce qu'on a fait avant, et c'est important de bien le préparer. On y reviendra après dans les bonnes pratiques sur comment assurer au mieux ce moment. Mais en tout cas, voilà, sachez que si vous prévoyez de migrer, même si vous utilisez déjà un CRM, même si dans les grandes lignes, ça vous semble similaire, il faut prévoir du temps de formation, il faut prévoir du temps d'accompagnement, de questions et de transition entre votre ancien outil et HubSpot. Anaïs, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose ou si c'est bon pour toi? Non, ça me paraît, bien complet. Impeccable. Juste, je vois qu'il y a une question de Samy qui demande: «Donc tout cela est compris dans votre onboarding HubSpot ou la migration est une prestation spéciale?» Alors dans nos projets de migration, nous, on fait toujours, une partie, cadrage stratégique, donc on va vraiment, identifier, les cas d'usage, les besoins pour savoir comment derrière, paramétrer, HubSpot et donc réaliser la migration. Il y a juste la partie formation où, en général, ça dépend en fait, enfin, on conseille fortement de la prendre, mais c'est pas, compris en fait. Il peut y avoir différents packages. Donc ça peut être un choix, voilà, de la prendre ou pas, même si c'est fortement recommandé effectivement de prendre la formation, HubSpot. Et pour compléter peut-être ton point, la migration, c'est pas une prestation, packagée comme telle, si je peux dire. Mmh. Nous, on a 3 prestations, comme on le disait tout à l'heure avec la méthode Rebelle. On a le cadrage, l'accompagnement et la formation. Le cadrage, c'est des ateliers de réflexion. On a vraiment toute la partie stratégique, théorique et ensuite l'implémentation. L'accompagnement, c'est plus du quotidien où on va vous aider à mettre en place des actions au fur et à mesure en fonction de l'évolution de votre process. C'est souvent des gens qui ont déjà une instance et qui veulent la faire évoluer, qui ont besoin d'être accompagnés au quotidien.
Et la formation, voilà, c'est vraiment on accompagne, les collaborateurs, à prendre l'outil en main. Ça peut être financé par l'OPCO et cetera. Et en fait, la migration, le fait de passer d'un outil à HubSpot, on vend principalement en format cadrage, donc pour, pouvoir, accomplir toutes les étapes dont on a parlé avant. Voilà, où on se pose, on réfléchit, on prend les besoins de tout le monde, on définit comment prendre l'existant et le remettre dans HubSpot. On le met en place et on vous accompagne après pour le prendre en main. Voilà, Samy, je ne sais pas si ça répond à votre question ou si vous avez besoin d'une précision. Impeccable. Et du coup, on peut passer à la suite alors. Donc du coup, on a plusieurs options qui vont nous permettre, de migrer, la data. On ne va pas choisir, voilà, la même option en fonction de différentes choses, en fonction de la volumétrie de la data, à migrer, en fonction de s'il y a beaucoup d'évolutions à apporter au modèle de données. Donc l'une des premières options et l'option la plus facile à mettre en place, ça va être de migrer via un export-import de fichiers. Donc typiquement, aller exporter la data qu'on a dans le CRM qu'on utilise actuellement et l'importer donc via fichier, via l'option import d'HubSpot. Les avantages de cette option, c'est que ça ne nécessite pas de connaissances techniques. C'est très facile, on va pouvoir facilement mapper les champs de notre fichier avec les champs d'HubSpot et on va garder la main sur les données. C'est assez intéressant comme option si la donnée, elle nécessite un nettoyage ou si le data model doit évoluer, parce que typiquement, là, on va pouvoir choisir ce qu'on exporte et ce qu'on importe. On va pouvoir également retravailler nos fichiers, par exemple, s'il y a des évolutions au niveau de certaines propriétés. Je pense par exemple à des menus déroulants où on a changé les valeurs. On va pouvoir facilement retravailler notre fichier pour importer directement dans la bonne propriété dans HubSpot les données. Donc ça, peut être vraiment intéressant s'il y a beaucoup de cleaning à faire sur la data. Les inconvénients, par contre, c'est que justement, s'il y a du cleaning à faire, ça peut prendre pas mal de temps de retraiter les fichiers. Donc, c'est à prendre en compte effectivement quand on choisit cette option pour migrer la data. Une deuxième option, ça va être de migrer via une intégration native. Donc, il y a plusieurs intégrations natives disponibles sur la marketplace d'HubSpot dont parlait au tout début Christelle. Il y a par exemple des intégrations avec Microsoft Dynamics, il me semble qu'il y en a une également avec PyDrive. Et je sais que nous, on a déjà fait plusieurs migrations via l'intégration native Salesforce. Donc, les avantages qu'on va retrouver à cette intégration, c'est qu'on va pouvoir en quelques clics importer tous les champs de n'importe quel objet standard. Si on passe donc par l'interface d'import, à savoir que dans le cas de l'intégration avec Salesforce, on a deux options. Donc, l'interface d'import, où là, on va pouvoir choisir ce qu'on souhaite importer et tout importer. Et on a également l'interface de synchronisation. Donc là, c'est un peu une utilisation détournée du connecteur de synchronisation avec Salesforce. On va tout simplement mettre en place la synchronisation, récupérer la data et après couper le connecteur pour que la donnée ne se synchronise plus, mais qu'on ait tout simplement récupéré la data dans HubSpot. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir migrer des objets standards et custom et également pouvoir choisir les champs à migrer. Les inconvénients, par contre, donc c'est des solutions qui demandent quand même un peu une compréhension des paramètres du connecteur, de rentrer dans la documentation. Et si je prends l'exemple de l'interface d'import, ici, par contre, là, on n'aura pas du tout de granularité dans la section des propriétés avant import. On va juste choisir en fait les données de quel objet on souhaite importer, par exemple les contacts, et tout va être transféré dans HubSpot. Donc, s'il y a du nettoyage à faire, typiquement, il va falloir importer la data et ensuite cleaner dans HubSpot avant de pouvoir avoir une data propre. Contrairement à l'import de fichiers, on va pouvoir vraiment faire le cleaning avant la migration dans HubSpot. On a une autre possibilité quand on veut migrer d'un outil vers HubSpot, c'est d'utiliser des outils tiers. Donc il y a TrueJay par exemple. L'avantage, c'est que ça nous permet de contourner un peu les limites de certaines synchros natives ou de certains connecteurs, puisque on va mapper vraiment comme on a envie les données qui nous intéressent. Et ça nous permet de faire un certain tri. Et là, c'est très simple, c'est on fait un mappage, on dit telle propriété va dans telle propriété et ça se met à peu près en ligne droite. Donc c'est en général assez intuitif, c'est bien pensé puisque c'est des outils qui sont faits exclusivement pour ça. Le seul inconvénient, c'est que comme c'est des outils qui ne sont faits que pour ça, le business model repose là-dessus et donc souvent il y a un coût de licence, si on peut dire, de mise en place qui peut être assez élevé là où en fait la plupart des autres solutions vont être gratuites.
Et surtout, il faut faire attention puisque certaines de ces solutions ne prennent pas en charge tous les objets, notamment si vous avez des objets custom ou des choses assez spécifiques. Là, le connecteur, ça ne va pas rentrer dans ces cases, il ne va pas savoir comment le faire et vous ne pourrez pas les prendre en charge. Donc ça, c'est à bien réfléchir dès que vous avez un peu des spécificités. On ne va pas forcément recommander cette solution-là puisqu'en fait, vous aurez une migration assez partielle de vos données et sachant qu'en plus, voilà, il y a un coût associé, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir tout faire, par ce biais-là. Et la dernière solution qui est vraiment réservée, à notre sens, à des situations très, 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 très particulières, c'est, de développer une API pour la migration. Donc si jamais, voilà, c'est des cas très particuliers, c'est surtout quand il y a des volumes de données très, très importants, quand vous ne pouvez pas vous permettre de retraiter, tous les fichiers à la main, par exemple, parce qu'il y a trop de données, trop d'objets. Quand vous avez besoin de migrer les données depuis plusieurs outils vers HubSpot et en fait de faire converger de la donnée comme ça peut s'appliquer. Mais c'est vraiment, le choix un peu, celui qui reste à la fin quand on n'a vraiment pas le choix, quand on a envisagé les autres options et que ça rentre dans aucune case, on peut envisager ce coup-là. Et je parle de coût, c'est pas, c'est pas un lapsus d'ailleurs, c'est parce qu'effectivement développer une API ça coûte cher. Il faut faire, travailler des développeurs et surtout, ce développement, vous allez le faire, vous allez l'utiliser une fois pour faire votre migration et derrière, théoriquement, vu que vous avez fait la bascule, il ne vous sert plus à rien. Donc, c'est un investissement certain qui doit être réfléchi. Nous, on développe des API chez Marketing, on a une équipe qui fait ça à plein temps. Voilà, les coûts sont à estimer, avec, pas mal de prudence et surtout ça demande un temps supplémentaire puisque au-delà du temps du projet de migration, il faut ce temps de développement pour prévoir une API qui va répondre à toutes les situations et cetera et qui va prendre en charge tous les cas particuliers qu'on peut être amené à rencontrer. Donc, voilà, la migration par API, custom, je vais dire, c'est dans des situations bien spécifiques, qu'on saura, identifier au moment du cadrage. Donc une fois qu'on a, réalisé notre migration, une étape qui va être importante et qui est parfois, un petit peu négligée, Christelle en a déjà un petit peu parlé, un peu plus avant, ça va être le suivi post-migration. En fait, il ne faut pas se dire qu'une fois que la migration est effectuée, c'est bon, la data est dans notre nouveau CRM et le projet est terminé. Ça va être vraiment important de faire une recette, donc ici faire un état des lieux post-import, s'assurer que la volumétrie qui a été importée correspond bien à la volumétrie, de la data initiale. Également vérifier tout ce qui va être, association, donc les contacts, qui soient bien, associés aux bonnes entreprises, aux bonnes transactions, qu'on n'ait pas en fait perdu des liens, lors de la migration. Il va falloir également former les équipes en continu, s'assurer en fait de récolter du feedback et de corriger, rapidement s'il y a des choses à ajuster. Il peut y avoir effectivement des fois un fossé un peu entre la théorie et la pratique. Donc, s'assurer une fois que les équipes sont lancées sur le CRM, récolter du feedback et voir s'il y a des ajustements à réaliser au niveau du paramétrage. Donc vraiment être dans une démarche, je dirais, d'amélioration continue. Également, mesurer les résultats suite à la migration. Donc nous, ce qu'on aime bien faire dans nos projets, c'est mettre en place pour nos clients des dashboards qui vont permettre de suivre, à la fois la productivité. Donc est-ce que les outils, voilà, permettent vraiment de répondre, aux besoins de productivité et hyper important, de suivi de la qualité de la donnée, s'assurer que la donnée, elle est bien complétée, que tout remonte bien et qu'on peut bien faire, en fait, les reportings dont on a besoin, suite à la migration. Et un point hyper important, ça va être de suivre l'adoption. La réussite de votre projet de migration, elle va grandement dépendre de l'adoption de la solution. Si vous migrez, que vous avez, une solution avec une donnée, bien clean, mais que derrière, vos commerciaux, vos équipes, métiers n'utilisent pas l'outil, heu, vous n'aurez pas de data. Même si voilà, votre data model a bien été, refondu. Donc vraiment, un point hyper important, suivre l'adoption, des équipes. Et du coup, donc l'adoption justement, ce sera un peu le gros point pour terminer. Hem, la mise en place d'un outil et du coup, par extension, la migration vers un nouvel outil, il faut vraiment le voir comme un projet d'entreprise. C'est quelque chose qui va impacter le quotidien de vos équipes et du coup, c'est vraiment important,
de faire ça bien, je vais dire, de prendre le temps, de mettre les moyens en fait pour que ça se passe bien. Donc ça passe par plein de petites choses sur lesquelles nous on conseille nos clients à chaque fois qu'on fait ce genre de projet. C'est vraiment de prendre soin de prévenir vos équipes, de leur dire qu'est-ce qui va changer, pourquoi ça change, d'essayer de montrer ce qui va changer en mieux, de pourquoi on leur met cet outil à disposition, que c'est pour améliorer leur confort de travail, leur efficacité, leur productivité, et d'aussi expliquer que on va pas tout changer, tout repartir de zéro, reconstruire de zéro tout ce qui a déjà été mis en place. Mais c'est on prend de l'existant, on prend le bon de l'existant, on le conserve et on va venir l'enrichir, l'améliorer, corriger idéalement les pain points au passage, tant qu'à faire. Ce qu'on conseille aussi, c'est d'intégrer les équipes dans le cadrage stratégique. Nous, on insiste énormément pour avoir sur les ateliers des équipes de terrain, des gens qui travaillent avec l'outil au quotidien, qui vont pouvoir nous dire ça, c'est hyper inconfortable pour nous, ça, c'est pas du tout pratique, ça, c'est vraiment bien, on voudrait pouvoir le conserver. Des gens qui ont vraiment pas juste la vue du dessus, une vue assez macro, mais qui utilisent vraiment les outils au quotidien. Attention à choisir le bon moment parce que vous pouvez avoir une activité qui est saisonnière, une activité qui est cyclique. Vous pouvez avoir des périodes assez critiques pour votre business où vous savez que sur l'espace de 6, 8, 12 semaines, vous devez faire la plus grosse partie de votre chiffre d'affaires de l'année. On évite la migration sur ces périodes-là parce que c'est déjà suffisamment stimulant pour tout le monde. Donc, on prend une période où c'est un peu plus calme, où on peut se poser des questions, on peut prendre le temps de faire des tests, de mettre en place des nouvelles choses et de les tester, quand tout le monde est un peu plus dispo. Donner de la visibilité, encore une fois, ça va avec prévenir, annoncer, communiquer, mais c'est d'expliquer quels sont les jalons du projet, quels sont les temps forts où on va peut-être solliciter les équipes davantage, et leur donner le déroulé un peu de ce projet et de les tenir au courant de comment ça se déroule. Et surtout, la formation qui doit être planifiée idéalement presque dès le début du projet pour que tout le monde puisse s'assurer d'être présent, et presque en faire un événement d'entreprise et de se dire, à telle date, on va basculer, vous allez tous être formés, on va prendre le temps ensemble de comprendre comment ça marche, et vraiment de valoriser ce projet pour que l'adhésion soit maximale et que, comme l'a dit Anaïs, les gens prennent l'outil en main. Parce que si les gens ne l'utilisent pas, ça reste une coquille vide et vous aurez eu beau faire un super cadrage et on aura eu beau polir chaque petit détail, chaque workflow, chaque asset. Si les gens le prennent pas, ça ne fonctionnera pas. Et de nouveau, on vous reparle de la formation, comme quoi c'est important et documenter un maximum. Nous, on construit plein de livrables au fur et à mesure des présentations, des modèles, des frameworks, etc. qu'on vous remet à dispo. Mais l'idée, c'est de vous les approprier, de vous les faire vôtres et en fait de continuer à les enrichir et à les mettre à jour. Typiquement, quand on vous livre un data model, idéalement, il faut que dès que vous créez une propriété ou qu'elle est modifiée, elle soit mise à jour dans le fichier pour que n'importe qui a besoin de trouver une info puisse se référer à ces documents et que ce soit toujours à jour et qu'il n'y ait pas de perdition d'infos parce que c'est comme ça que derrière, ça part un petit peu en roue libre et que c'est plus à jour et qu'après, on a un peu des difficultés pour trouver la donnée et savoir où est-ce qu'elle est stockée dans HubSpot. Donc, on insiste beaucoup là-dessus parce que une migration, c'est pas juste basculer d'un outil à un autre. Il y a plein de choses en fait qui sont sous-tendues derrière. Et quand on est un peu la tête pensante ou le champion en interne qui va gérer ce projet, on est très au courant, mais il faut se dire aussi que ça va impacter le quotidien de toutes les équipes et qu'il faut qu'elles puissent suivre ça et que ce projet soit aussi un peu le leur si on veut que ça marche et que cet investissement soit rentable. Et on va pouvoir passer à la dernière partie. Donc là, on voulait juste vous faire un petit récapitulatif un peu de tout ce qu'on a vu au long de ce webinaire et des bonnes pratiques qu'on a dispensées. Donc, en résumé, cadrer vos besoins en amont de la migration. On ne décide pas de changer d'outil du jour au lendemain et de lancer la migration de ces data. On va vraiment cadrer les besoins pour être sûr derrière de pouvoir avoir une solution qui correspond à nos process, à nos besoins métiers.
On va également profiter de la migration pour cleaner les données et optimiser vos process. Donc, comme on l'a déjà dit, changer d'outil, c'est pas juste répliquer en fait ce qu'on a déjà dans notre outil, sur un autre outil, mais ça va être vraiment le moment de prendre un petit peu de hauteur, et donc que ce soit en termes de process, mais également, pour en profiter pour optimiser la data pour qu'on ait une instance propre, post-migration. On lance la migration également après avoir effectué des tests. Donc, on ne jette pas son jeu de données, d'un coup. On va, voilà, faire des tests, peu importe la méthode de migration, choisie. On va, voilà, s'assurer que tout remonte bien correctement, que les associations soient bien faites et une fois qu'on s'est assuré que les tests, fonctionnent bien, on va pouvoir lancer, la migration en production. Également donc former les utilisateurs. Donc, Christelle a pas mal insisté là-dessus et donc on va juste en remettre une petite couche, mais effectivement, ça va être hyper important que, les, utilisateurs prennent en main l'outil, l'adoptent, et également prendre en compte leur feedback pour pouvoir encourager l'adoption. À savoir que pareil, il y a des choses qui peuvent évoluer, ce qui vont vous convenir à un instant T, peuvent être amenés à changer, donc toujours être dans une démarche d'amélioration continue et faire évoluer, le paramétrage de l'instance, au fur et à mesure que les besoins de l'entreprise évoluent. Également adopter donc voilà, une démarche, d'amélioration, continue. On insiste, vraiment là-dessus. Alors, il y a juste avant de conclure, je vois qu'on a une question donc qui demande, quel est le délai nécessaire pour un projet de migration? Donc, il y a pas vraiment de réponse universelle. Il faut savoir que ça va, prendre entre 3 semaines et 6 mois et 6 semaines, pardon. 3 semaines et 6 semaines, mais ça peut être plus parfois, sachant que ça va dépendre, ben, de plusieurs, facteurs. Déjà la volumétrie de données, à migrer. Également la solution choisie, comme on l'a dit, si vous optez, enfin si vous avez vraiment une grosse volumétrie et que vous optez pour, une migration via, API custom, ça va prendre beaucoup plus de temps que si on fait une migration via un import-export de fichiers ou via une intégration native, qui sont des choses qui existent déjà. Mais, ça va être également, aussi, en fonction du retravail de la donnée qu'il va y avoir à faire. Si vous avez un data model qui est déjà assez propre et qui a juste quelques petites optimisations à faire, ça va prendre beaucoup moins de temps que s'il faut vraiment, refondre, votre, data model, si vous avez plein de doublons, dans votre instance actuelle, que ce soit, au niveau des enregistrements, au niveau des propriétés. Ça va forcément nécessiter plus de temps. Et on a une autre question qui arrive entre-temps. Si jamais vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas, on a encore un peu de temps pour y répondre. Autre question, c'est quels sont les outils qu'on a déjà migrés vers HubSpot? Alors de tête, on a donc déjà fait pas mal de Salesforce, du Pardot, on a fait du Pipedrive. Je vais intégrer Marketo, même si c'est pas un CRM, mais on a déjà migré de Marketo. Est-ce que tu as d'autres en tête qui te viennent? La liste me semble, assez exhaustive, effectivement. C'est les projets les plus fréquents, je pense, qu'on a rencontrés. Mmh. En tout cas, oui, les plus fréquents, ceux sur lesquels on a le plus réalisé de migration jusqu'à maintenant. Ouais. OK. Tu avais peut-être une dernière ressource à partager, Anaïs? En attendant, peut-être s'il y a des questions qui émergent d'ici là, mais Donc juste, donc là, vous allez, suite au webinaire, recevoir le replay ainsi que, la présentation qui a été utilisée. Donc on vous a mis ici, plusieurs, contenus, qui pourraient vous intéresser pour aller un petit peu plus loin. Donc on a un premier webinaire qui est dédié à l'adoption du CRM. Donc, comme on l'a souligné, tout au long, c'est vraiment un critère important qui va conditionner la réussite de votre, projet de migration. Derrière, il faut que l'outil soit utilisé pour qu'on ait, les bonnes datas à la bonne place. On a également ici, des informations sur notre offre. Donc vous pourrez retrouver, toute notre offre conseil et intégration si, vous voulez en savoir un peu plus sur, l'accompagnement qu'on propose chez, Markentive. Et également un troisième replay webinar, enfin une troisième ressource qui est un replay webinar, donc d'un webinaire dédié à la migration de Salesforce vers HubSpot, où là on a vraiment fait un focus, sur la migration de l'outil Salesforce vers HubSpot. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir, s'arrêter là pour aujourd'hui. voilà. Merci, pour votre présence et puis de toute façon, si vous avez des questions, qui vous viennent après, dans la journée ou par la suite, n'hésitez pas, à revenir vers nous, que ce soit, ici sur LinkedIn, en réponse, à l'envoi du mail ou peu importe, avec grand plaisir pour vous répondre et vous conseiller et puis, bah, sinon, bonne journée à tous et bon appétit. Bonne journée. Au Au revoir.